2 mai 1945. Fin d'après-midi, soleil bas sur Berlin en ruine. Devant le Reichstag, dont les murs fument encore des combats de la veille, une femme monte sur le plateau d'un camion. Pas de scène, pas de rideau, pas d'orchestre. Une robe de coton imprimée, des bottes et une voix. Elle chante pour des soldats, debout, assis, couchés sur les marches. Georgi Joukov est au premier rang, en manteau militaire, immobile. Quand elle s'arrête, le silence tient une seconde, puis la place explose. On raconte que des Allemands, dans les ruines d'en face, auraient cessé le feu pour l'écouter. Ce détail circule depuis 80 ans, dans les livres, dans les films, dans les souvenirs de famille. Personne ne l'a jamais confirmé. Et c'est déjà tout le problème de cette histoire. À partir d'ici, on ne saura plus très bien où finit la femme et où commence la légende qu'on a construite autour d'elle. Regardez-la. Lydia Andreïevna Rouslanova, 44 ans. Née paysanne au bord de la Volga, orpheline de père et de mère, devenue la voix la plus aimée de l'Union soviétique. Ce jour-là, elle est au sommet absolu de tout. Une semaine avant la capitulation, devant le symbole du Reich abattu, sous le regard du maréchal qui vient de prendre Berlin. 3 ans et 4 mois plus tard, à l'automne 1948, des hommes du ministère de la Sécurité d'État l'arrêteront dans une ville de la Volga, entre 2 concerts, et elle disparaîtra pour 5 ans. C'est cette chute-là que ce film veut comprendre. Mais pour comprendre l'effondrement, il faut d'abord remonter, très loin en arrière, jusqu'à un village que presque personne ne saurait situer sur une carte. Tchernavka. Quelques maisons de bois dans le district de Serdobsk, gouvernement de Saratov. Un pays de terre noire, de vent et de faim qui revient tous les 5 ou 6 ans. Elle y naît le 14 octobre 1900 dans l'ancien calendrier, 27 octobre dans le nouveau. Pas en 1896 comme l'écrivent encore beaucoup de notices. La date fausse vient d'elle-même, de papier arrangé dans son enfance, et elle a traversé tout le XXe siècle sans que personne la corrige. Famille paysanne mordve, de rites vieux croyants. Le père, Andrian Leikin, n'est pas mort sur une péniche en crachant le sang, comme on le raconte parfois. Il est mobilisé en 1904 pour la guerre contre le Japon, et il en revient invalide. La mère meurt peu après, de maladie et d'épuisement. La grand-mère prend les enfants. Et une gamine de 5 ou 6 ans chante dans les rues de Saratov pour manger. Puis vient le moment qui décide de tout. L'orphelinat. Celui de l'église dite de la Kinovia, à Saratov, qui recueillait les enfants abandonnés. Les enfants de paysans n'y étaient pas admis. Il fallait un statut, un papier, une protectrice. Une veuve de fonctionnaire intervient. Les papiers sont falsifiés. Et c'est là, sur un document faux, qu'apparaît le nom Rouslanova. Pas Leikina, pas Gorchenina, Rouslanova. Un nom fabriqué pour franchir une porte. Elle le portera toute sa vie, et le pays entier finira par l'aimer sous une identité qui n'était pas la sienne. Retenez ce détail, il éclaire tout le reste. L'orphelinat, c'est le lever avant le jour, la buanderie, le potager, la prière, le pain noir. Et le cœur de l'église, où l'on découvre très vite ce que cette petite a dans la gorge. On la surnomme l'orpheline. À Saratov, on vient l'écouter aux offices. Une enfant sans nom réel qui remplit une église. Le premier public de sa vie était venu pour la voix, pas pour la personne. Ce sera vrai jusqu'à la fin. Et là, dans le récit populaire, entre Piotr Stolypine, le gouverneur, le futur chef du gouvernement, qui visiterait l'orphelinat, entendrait la gamine, ordonnerait qu'on l'envoie au conservatoire. Belle scène. Elle n'a jamais eu lieu. Stolypine a été gouverneur de Saratov de 1903 à 1906, et à l'époque où la légende le fait entrer dans cette église, il dirige l'Empire depuis Saint-Pétersbourg. Aucun document, aucun témoin.
Mais voyez comme le mécanisme se met en marche tôt. Il faut un grand homme pour expliquer un grand destin. L'idée qu'une orpheline puisse avoir du talent toute seule, ça, personne n'en veut. Ce qui est vrai est beaucoup moins romanesque. Après l'orphelinat, elle travaille dans une fabrique de meubles. Elle prend des leçons auprès du professeur Mikhaïl Medvedev, ancien chanteur d'opéra. Elle entre au conservatoire de Saratov, y reste environ 2 ans, puis s'en va. Elle ne veut pas de l'opéra. Elle veut chanter la chanson du village, celle des femmes dans les champs, celle des vieux croyants, celle qu'elle a entendue avant de savoir lire. Cette décision-là commande toute sa vie. Quand on lui reprochera plus tard de chanter des chansons d'avant la Révolution, quand on parlera de nostalgie du passé, ce sera toujours la même accusation, sous des mots différents. Elle préfère la voix du peuple à celle du pouvoir. En 1916, à 16 ans, elle part comme infirmière bénévole sur un train sanitaire. Elle y reste jusqu'à l'automne 17. Elle voit les blessés, les amputations, les wagons qui puent l'éther. Et elle chante le soir, dans les gares, pour des hommes qui remontent vers le front. C'est là qu'elle apprend le métier qui la rendra célèbre 30 ans plus tard. Chanter sans salle, sans lumière, sans piano, à des gens qui vont peut-être mourir demain. Après, tout s'enchaîne vite. En mai 17, un mariage avec un officier d'intendance, Vitali Stepanov. Un fils qui meurt avant d'avoir un mois, le mari qui s'en va. En 1919, à Vinitsa, un second mariage, avec Naoum Naoumine, employé de la Tchéka, la police politique toute neuve du nouveau régime. Ils divorceront 10 ans plus tard. Moscou en 1921. Les débuts sur une vraie scène de variété, à Rostov-sur-le-Don en 23. Soliste de la maison centrale de l'armée rouge en 24. L'ascension commence. Lente d'abord, puis foudroyante. À la fin des années 30, elle est l'artiste la mieux payée de toute l'Union soviétique. Ses disques sortent à des tirages que le pays n'a jamais vus. Sa voix entre dans les isbas, dans les casernes, dans les kolkhozes, portée par le gramophone plus loin que n'importe quel journal. Elle gagne en une soirée ce qu'un ouvrier gagne en 6 mois. Et personne à ce moment-là ne trouve cela scandaleux. Elle est la preuve vivante qu'une orpheline de la Volga peut devenir la femme la plus applaudie du pays. En juillet 1942, en pleine guerre, elle épouse Vladimir Viktorovitch Krioukov, général de cavalerie, l'un des commandants proches de Joukov. Elle élève Margarita, la fille qu'il a d'un premier mariage. Le couple est visible, admiré, photographié. Lui, le général à cheval, elle, la voix qui tient les tranchées debout. Retenez ce couple aussi. En 1948, c'est lui qu'on arrêtera d'abord, et c'est par lui que tout arrivera. Mais n'allons pas trop vite. Revenons à Berlin, en mai 45, parce que c'est là que se fabrique, en quelques jours, la moitié des légendes de cette histoire. Il y a d'abord les concerts de la Victoire, les vrais, ceux dont on a des photographies. Les artistes soviétiques arrivés dans une capitale en ruine, les camions transformés en scène, les soldats par milliers. Il y a ensuite tout ce qu'on a ajouté après coup. Un général américain qui lui aurait baisé la main en la déclarant trésor de la Russie. Une phrase entière qu'elle aurait écrite au crayon sur le mur du Reichstag, comme on signe un tableau. Un télégramme personnel de Staline la remerciant pour la victoire. Un avertissement glissé à l'oreille, un soir de banquet, par Lavrenti Beria. Rien de tout cela n'a jamais été retrouvé, ni dans les archives soviétiques, ni dans les archives occidentales. Et pourtant tout cela se raconte encore, partout, avec les mêmes mots. Pourquoi ? Parce que ces images arrangent tout le monde. Elles font d'une chanteuse l'égale des maréchaux. Elles donnent à la victoire un visage de femme. Et surtout, elles rendent la suite encore plus terrible, ce qui, pour un récit, est exactement ce qu'il faut. Car la suite arrive vite. Le 24 août 1945, sur ordre de Joukov, Lydia Rouslanova reçoit l'ordre de la guerre patriotique de première classe, une décoration militaire remise à une civile.
C'est un honneur presque sans exemple. C'est aussi, on ne le sait pas encore, la première pièce du dossier. Parce que ce qui peut être donné peut être repris. Et ce qui est repris peut un jour servir de preuve. En juin 1947, le bureau politique annule discrètement cette décoration. Irrégulière, dit le texte. Pas de communiqué, pas d'explication, pas de bruit. 1 an et demi avant l'arrestation, quelqu'un, quelque part, a ouvert une chemise cartonnée à son nom. Comment passe-t-on des marches du Reichstag à une cellule de la Loubianka ? Comment la femme la plus applaudie du pays devient-elle en 3 ans une ennemie du peuple ? Et pourquoi, 50 ans plus tard, a-t-on eu besoin d'ajouter à sa vraie histoire des scènes qui n'ont jamais eu lieu ? C'est ce que nous allons suivre, pas à pas, document après document. La prochaine partie vous ramène à Saratov, dans la fabrique de meubles et le train sanitaire, puis sur les routes de la guerre civile et jusqu'à Moscou. On y verra comment une orpheline au nom inventé devient dans un pays qui ne veut plus ni Dieu ni tsar, la voix dont ce pays ne peut plus se passer. Saratov, 1914. 14 ans. La gamine au nom inventé entre à la fabrique de meubles. Elle ponce, elle assemble, elle respire la poussière de bois du matin au soir. Le soir, justement, elle traverse la ville jusque chez le professeur Mikhail Medvedev, ancien chanteur d'opéra. Et là, derrière un piano fatigué, elle apprend enfin ce qu'est une voix. Comment on la pose, comment on l'économise, comment on la fait porter au fond d'une salle sans crier. Elle travaille, comme on travaille quand on n'a rien d'autre. Puis, elle entre au conservatoire de Saratov. Chant, solfège, histoire de la musique. Et au bout de 2 ans environ, elle s'en va. Il faut s'arrêter une seconde sur ce départ, parce qu'on le raconte souvent comme un caprice, et ce n'en est pas un. L'institution veut qu'elle chante comme les autres. Glinka, Tchaïkovski, les romances de salon, la belle diction, le vibrato appris. Elle veut chanter ce qu'elle a entendu avant tout le monde et avant tout le reste. Les complaintes des vieux croyants, les chants de travail, les mélodies mordes, les voix des femmes qui reviennent des champs. C'est pas un refus de la technique, c'est un choix de camp. Elle a compris, à 16 ans, que sa force ne sera jamais dans la salle de concert, mais dans ce que des millions de gens reconnaîtront comme leur. Avant la Russie, pourtant, il y a la guerre. En 1916, elle s'engage comme infirmière bénévole sur un train sanitaire, un de ces convois de wagons réformés où l'on entasse les blessés du front. Elle a 16 ans. Elle lave, elle pense, elle tient des cuvettes, elle apprend l'odeur de la gangrène. Et quand le convoi s'arrête dans une gare, le soir, elle chante. Pour les blessés qui peuvent encore entendre, pour les hommes qui remontent vers l'ouest, pour les infirmières qui n'en peuvent plus. Une voix de femme dans un wagon de planches, au milieu d'un pays qui se déchire. Elle restera là jusqu'à l'automne 17. La révolution passe, les trains continuent. Vitali Stepanov, officier d'intendance, l'épouse en mai 17. Un fils naît. Il meurt avant d'avoir 1 mois. Stepanov s'éloigne, puis disparaît de sa vie. Premier mari, premier deuil, premier effacement, et un silence qu'elle gardera jusqu'au bout. Elle ne parlera presque jamais de cet enfant. Après Stepanov, un autre homme. Naoum Naoumine, employé de la Tchéka, la commission extraordinaire chargée de traquer les contre-révolutionnaires. Ils se marient à Vinitsa en 1919, divorceront en 29. Regardez la position, elle est étrange, et elle va durer toute sa vie. Elle chante pour le peuple, et elle dort à côté de l'appareil. Chanteuse populaire d'un côté, antichambre du pouvoir de l'autre. Cette double appartenance la protégera 30 ans. Puis elle la perdra. Moscou, 1921. La ville a faim, le pays a faim, la guerre civile s'achève à peine, et la Volga entre dans la plus terrible famine de son histoire. Elle arrive, avec 1 malle, 2 robes
et sa voix de Saratov. Les scènes rouvrent une à une. En 23, elle débute à Rostov-sur-le-Don, sur une vraie scène de variété, devant un public qui ne la connaît pas. Souvenez-vous de cette ville. 50 ans plus tard, c'est là qu'elle donnera son dernier concert, quelques semaines avant sa mort. La boucle est déjà tracée, personne ne le sait encore. En 24, elle devient soliste de la Maison centrale de l'Armée rouge, l'institution qui organise la culture des militaires. Une antichambre encore. Une caisse de résonance surtout. Voilà le vrai secret de son ascension, et il n'a rien de magique. Elle ne plaît pas seulement au peuple, elle plaît à ceux qui dirigent le peuple. Dans un État qui vient de décider que la musique doit servir, elle incarne quelque chose de rare et de commode. Une voix venue d'en bas, incontestablement populaire, incontestablement russe, et qui ne demande rien. On l'aime dans les usines, on l'écoute à la maison centrale, on la programme à la radio. En 1933, elle passe à l'administration de la musique et des variétés, la machine qui organise les tournées dans tout le pays. Elle n'est plus une chanteuse, elle est une institution. À la fin des années 30, Lydia Rouslanova est l'artiste la mieux payée de l'Union soviétique. 3000 roubles pour un concert, quand un ouvrier en gagne 500 par mois et un commissaire du peuple, 800. Une soirée vaut 6 mois d'usine. Et ces disques partent à des tirages que le pays n'a jamais connus. Une chanson enregistrée à Moscou le lundi est reprise par les femmes dans les champs le vendredi. C'est la première industrie culturelle de masse en Union soviétique, avant le cinéma parlant, presque avant la radio. Rouslanova en est la voix. Elle pèse, dans l'imaginaire du pays, plus lourd que beaucoup de ministres. Retenez cette phrase, parce que c'est exactement ce qu'on lui reprochera. En 1929, elle épouse Mikhaïl Garkavy, présentateur de music hall, l'un des hommes les plus populaires des scènes moscovites. C'est l'époque des grandes salles d'État, des dîners tardifs, d'un mode de vie que le pays ne soupçonne pas. Elle habite un appartement de 5 pièces, rue Spiridonovka, dans un immeuble qui logeait autrefois d'autres gens. Et la collection commence. Des toiles de maîtres russes, Répine, Serov, des tapis, des porcelaines, des services anciens. Elle achète beaucoup, elle achète bien, elle a l'œil. Personne, alors, ne lui demande d'où viennent ces objets, ni pourquoi ils sont sur le marché. La réponse est pourtant simple, et elle est terrible. Ils sont sur le marché parce que leurs propriétaires ont été expropriés, exilés, ou pire. Toute une classe a disparu, et ses murs se sont vidés dans les magasins de commission. Puis viennent les années où d'autres disparaissent à leur tour. 37, 38, la grande terreur. On arrête la nuit, dans les immeubles, par centaines de milliers. Des écrivains, des ingénieurs, des officiers. L'Armée rouge y perd l'essentiel de son commandement. Rouslanova, elle, continue de chanter. Aux usines, à la maison centrale de l'Armée rouge, dans les clubs de cheminots. La question se pose, et il faut la poser franchement. Que faisait-elle pendant que le pays s'entre-dévorait ? Aucun document connu ne lui attribue une dénonciation. Aucun ne fait d'elle une résistante non plus. Elle a survécu là où d'autres ont disparu. Et elle a survécu parce qu'elle était aimée. Dans ce système, être aimé du public est une assurance vie. Provisoire. Il faut ici corriger une erreur qui traîne dans presque tous les récits. On la présente souvent comme artiste du peuple de l'Union soviétique. Elle ne l'a jamais été. Le titre qu'elle reçoit, le 28 juin 1942, en pleine guerre, c'est celui d'artiste mérité de la République de Russie. Un cran en dessous. La distinction suprême, elle ne l'aura jamais, ni avant le camp, ni après le camp, ni sur son lit d'hôpital. Elle mourra sans. Et pourtant, dans les notices, dans les nécrologies, dans les livres, on continue de la lui attribuer. C'est un détail. C'est aussi, en miniature, tout le sujet de ce film. Un pays qui n'a pas su honorer une femme de son vivant et qui répare après coup en inventant. Juillet 1942, le grand tournant de sa vie privée. Elle épouse Vladimir Viktorovitch Krioukov, général,
commandant du 2e corps de cavalerie de la garde, formé à l'école de Boudienny, proche de Joukov depuis des années. Il a une petite fille d'un premier mariage, Margarita. Rouslanova l'élèvera comme la sienne. Et le pays voit se former sous ses yeux l'un de ces couples que les régimes adorent, le général et la chanteuse, l'épée et la voix. Ce que le pays ne voit pas, c'est qu'un couple pareil est aussi un dossier commode. 2 noms sur la même ligne. Un jour, il suffira de tirer l'un pour faire tomber l'autre. Car ce mariage n'est pas seulement une histoire d'amour de 2 personnes qui ne sont plus jeunes. C'est une entrée définitive dans le cercle de Joukov. Krioukov commandera sa cavalerie jusqu'à Berlin. Il sera fait héros de l'Union soviétique en avril 1945. 3 noms se retrouvent liés dans l'imaginaire militaire du pays. Joukov, Krioukov, Rouslanova. Lien solide. Lien brillant. Lien mortel. Le reste de la guerre appartient à la partie suivante. Plus de 1120 concerts au front. 2 batteries de lance-roquettes Katyusha achetées sur son propre argent et envoyées au premier front biélorusse. Les caves de Stalingrad, la neige devant Moscou, la Biélorussie, la Pologne, et enfin, les marches du Reichstag. Mais gardez en tête d'où elle vient, parce que c'est la seule façon de mesurer ce qu'on lui fera. Une orpheline sous un faux nom. Une ouvrière de fabrique qui a claqué la porte du conservatoire. Une infirmière de 16 ans dans un train sanitaire. Une femme qui a traversé 2 révolutions, une guerre civile, une famine, la Grande Terreur, et qui en est sortie riche, célèbre, aimée, mariée au général qu'il ne fallait pas épouser. Le pays, à ce moment-là, ne sait pas encore qu'il va la briser. Il lui prendra ses tableaux, son mari, ses années, sa voix presque. Puis il la libérera, la réhabilitera, la pleurera. Et il lui inventera, pour finir, une vie plus grande que la sienne. Pourquoi faut-il ajouter, à une histoire déjà pareille, des scènes qui n'ont pas eu lieu ? Gardez la question. Elle reviendra à la fin. Revenons en arrière. Pas de beaucoup, 10 ans. Parce que pour comprendre de quoi on l'accusera en 1949, il faut regarder de très près ce qu'elle faisait, et surtout ce qu'elle chantait, dans les années 30. Moscou, milieu des années 30. La radio diffuse sa voix dans des centaines de milliers de cuisines. Le gramophone tourne dans les isbas. Ces disques sortent à des tirages inconnus jusque-là dans le pays, et il faut y ajouter tout ce qui se copie, se prête, se revend sous le manteau. Que chante-t-elle ? Le vieux tilleul. La lune s'est teinte de pourpre. Steppe, rien que la steppe. Des chansons de village, des complaintes, des histoires d'amour paysannes, des chants qui parlent de la mort comme on en parlait avant. Rien de subversif, rien de politique. Et pourtant, dans un pays qui vient d'inventer le réalisme socialiste, chanter cela, c'est déjà prendre position. Parce que ces chansons ne parlent pas du kolkhoze, ni du plan quinquennal, ni du camarade Staline. Elles parlent d'un monde qui existait avant, et qu'on est précisément en train de détruire. La collectivisation a vidé les campagnes. La famine de 32 et 33 a tué des millions de personnes dont on ne publiera pas le chiffre avant 50 ans. Les églises se taisent, les vieux croyants sont pourchassés. Et Rouslanova, chaque soir, redonne à ce monde disparu sa voix la plus reconnaissable. C'est exactement pour cela qu'on l'aime. Des millions de gens qui ont perdu leur manière de vivre se retrouvent dans ces chansons, comme dans un miroir. Et c'est exactement pour cela qu'on commence à s'en méfier. Les idéologues font leur travail. Des notes remontent, à la direction des arts, au comité central. Elles disent toutes à peu près la même chose. Le répertoire de la camarade Rouslanova sent le passé, la Russie paysanne, l'avant-révolution. Et elles concluent toutes à peu près de la même façon. Le pays l'adore, ne touchons pas au disque. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est du calcul. Une chanteuse qui remplit les salles est un instrument. On garde l'instrument, on note dans un dossier,
et on attend d'en avoir besoin. Car le disque est une arme politique, et l'appareil le sait avant tout le monde. L'administration de la musique et des variétés organise ces tournées comme des opérations. Des dizaines de villes par saison, les usines de l'Oural, les mines du Donbass, les kolkhozes du Kazakhstan, les garnisons d'Extrême-Orient. Les journaux locaux annoncent partout la même chose. La grande Rouslanova chante pour les travailleurs de notre ville. On dit, et ce n'est qu'un on dit, que Staline écoutait ses disques le soir, à sa datcha. Personne n'en a la preuve. Tout le monde a envie d'y croire. Vous verrez que c'est un motif récurrent dans cette histoire. Chaque fois qu'il manque une pièce, quelqu'un place Staline dedans. L'argent suit, et il faut en parler franchement, parce qu'il sera au centre du dossier d'accusation. 3000 roubles pour un concert. Un ouvrier gagne 500 roubles par mois, un commissaire du peuple 800. Elle gagne en une soirée 6 mois d'usine, et davantage certains soirs. Elle change de quartier, s'installe rue Spiridonovka, dans un immeuble ancien où logeaient autrefois d'autres gens. Elle achète des tapis, des services, des costumes populaires anciens qu'elle collectionne par région. Et elle achète des tableaux. Collectionner, à Moscou dans les années 30, c'est acheter les restes d'un monde liquidé. Les magasins de commission débordent d'objets qui appartenaient à des familles expropriées, exilées, fusillées. L'État lui-même vend à l'étranger des toiles sorties des musées pour se procurer des devises. Rouslanova achète dans ses circuits comme des dizaines d'artistes et de hauts fonctionnaires de sa génération. Elle ne demande pas d'où viennent les tableaux. Personne ne demande. Personne n'a intérêt à demander. Faut-il l'en accuser ? Le film ne tranchera pas à votre place. Mais notez ceci, parce que c'est la clé de toute l'affaire. Rien de ce qu'elle fait là n'est illégal. Elle gagne légalement, elle achète légalement dans des magasins d'État. Ce qui deviendra un crime 10 ans plus tard, ce n'est pas l'achat. C'est le fait d'avoir accumulé. Dans un système pareil, la richesse n'est jamais un droit, c'est un prêt. Et un prêt se rappelle. Il faut aussi dire un mot de la manière dont elle chantait, parce que c'est la seule chose de cette histoire dont il reste une trace directe, et que vous pouvez vérifier vous-même en 10 secondes. Les enregistrements existent, ils sont accessibles, écoutez-les. Ce qui frappe d'abord, c'est le volume. Une voix construite pour l'extérieur, pour les foires, pour les cours de ferme, pour des salles sans amplification. À une époque où les micros sont mauvais et rares, elle n'en a pas besoin. Elle remplit une salle de 2000 places à la seule force du diaphragme. Ce qui frappe ensuite, c'est l'attaque. Elle n'entre pas dans une chanson en douceur, elle entre dedans comme on pousse une porte. Et il y a, dans presque tout ce qu'elle enregistre, cette cassure de la voix propre à la chanson russe. Ce moment où le chant se fêle volontairement. Un effet que les professeurs de conservatoire lui auraient fait perdre en 6 mois si elle était restée. Voilà pourquoi elle tiendra 4 ans de front avec ce répertoire-là. Une voix qui n'a besoin ni de scène, ni de lumière, ni de courant électrique, est exactement l'instrument qu'il faut dans une clairière, en décembre, devant des hommes qui repartent au combat dans 2 heures. Personne ne l'a conçue pour cela. C'est simplement que la chanteuse de foire des années 20 était, sans le savoir, la seule artiste du pays parfaitement équipée pour la guerre qui arrive. Mikhaïl Garkavy partage sa vie depuis 1929. Présentateur, l'homme qui annonce les spectacles, la voix la plus reconnaissable de Moscou après la sienne. On les photographie ensemble, dans les loges, dans les dîners. Ils se sépareront au début de la guerre. Le mariage n'aura pas tenu 15 ans, mais il l'aura installé définitivement au centre du monde du spectacle soviétique. Puis vient 37, et Moscou cesse de dormir. Chaque nuit, des voitures s'arrêtent devant les immeubles. On emmène des écrivains, des ingénieurs, des militaires, des voisins. Dans son propre milieu, les disparitions se comptent. L'appartement de la rue Spiridonovka devient, pour quelques amis, un endroit où l'on dîne tard et où l'on reste dormir pour ne pas rentrer seul chez soi. Il n'existe aucune dénonciation signée d'elle. Il n'existe pas non plus d'acte de courage documenté.
Elle traverse. Voilà le mot juste, et il n'est glorieux ni infamant. Dans les années 30, en Union soviétique, l'immense majorité des gens ont traversé. Ce qu'il faut comprendre, en revanche, c'est ce que ces années lui apprennent. Elles lui apprennent que la faveur du pouvoir n'est pas un statut, mais une météo. Que l'on peut être décoré le lundi et arrêté le jeudi. Que rien de ce que l'on possède ne vous appartient vraiment. Elle le sait. Tout le monde le sait. Et tout le monde continue, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. En novembre 1939, commence la guerre contre la Finlande. Une campagne qu'on annonçait de quelques semaines et qui dure jusqu'en mars 40, dans un froid qui descend sous les -40, avec des pertes soviétiques énormes pour une bande de Carélie. Les brigades d'artistes partent vers l'arrière du front. Rouslanova en est, c'est ce que rapportent les récits, et c'est cohérent avec tout ce qu'elle fera ensuite. Hôpitaux militaires, gares, baraquements chauffés au poêle. Elle apprend là ce qu'elle appliquera pendant 4 ans. Comment chanter dehors, sans micro, à des hommes qui n'ont pas dormi, et comment s'arrêter au bon moment. L'hiver 40 et le printemps 41 sont calmes. Trop calmes. Le pacte avec l'Allemagne tient encore. Les journaux parlent d'amitié. Les gens font la queue. Rouslanova chante, enregistre, achète, remplit des salles. Le sommet d'une vie, et personne ne sait que le sol va s'ouvrir. 22 juin 1941, avant l'aube. Les bombardements commencent sur Minsk, sur Kiev, sur Sébastopol. À midi, la radio annonce l'invasion. Le soir même, à Moscou, les brigades d'artistes se forment. On ne discute pas, on ne négocie pas de cachet, on prend le train. Rouslanova sera dans le premier convoi. Elle a 40 ans. Elle n'a plus rien à prouver à personne, elle est riche, elle est adorée, elle pourrait rester à l'arrière comme beaucoup l'ont fait sans que quiconque le lui reproche. Elle part vers l'ouest, vers l'endroit exact d'où tout le monde s'enfuit. C'est la partie suivante. 1120 concerts, 2 batteries de Katyusha payées de sa poche, les caves de Stalingrad, la neige de Volokolamsk, la Biélorussie, la Vistule, et pour finir, un camion garé devant le Reichstag. 4 années qui feront d'elle une légende nationale, et qui fourniront, une par une, toutes les pièces qu'on utilisera pour la détruire. 23 juin 1941, gare de Biélorussie, à Moscou. Le train qui part vers l'ouest n'est pas un train de voyageurs, ce sont des wagons de marchandises où l'on a jeté de la paille. Dedans, une brigade d'artistes, un accordéon, quelques instruments, des danseurs, un présentateur et Lydia Rouslanova. Direction la Biélorussie, c'est-à-dire l'endroit précis où le front s'effondre. Il faut mesurer ce que cela veut dire. En juin 41, personne ne sait où est la ligne. Les communications sont coupées, des armées entières disparaissent en quelques jours, les colonnes de réfugiés remontent vers l'est. Et des camions chargés d'artistes descendent en sens inverse. Les premiers concerts se donnent à ciel ouvert, sur un plateau de camion, une clairière, un quai de gare, sans micro, sans lumière, sans savoir si le public sera encore là dans 2 jours. Un obus tombe près du convoi. L'accordéon est détruit, il ne reste que la voix. C'est la scène fondatrice de sa guerre, et elle est parfaitement vraisemblable. À partir de là, elle chantera très souvent sans rien, a cappella, dans le froid, en plein air, pour 50 hommes ou pour 3000. Juillet 41, Smolensk brûle. La ville est le verrou de la route de Moscou, et la bataille qui s'y livre pendant 2 mois coûte des centaines de milliers d'hommes à l'armée rouge, mais elle retarde l'avance allemande, et ce retard sauvera peut-être Moscou. C'est là, disent les récits, qu'elle chante pour la première fois la guerre sacrée, devant un état-major replié dans une cave. La chanson vient d'être écrite. Elle sera l'hymne de 4 années. 2 jours plus tard, les Allemands entrent dans la ville. L'automne 41 est le pire moment de la guerre.
Les encerclements de Vyazma et de Briansk engloutissent des armées entières. Le 16 octobre, Moscou frôle la panique. Les usines sont démontées et évacuées vers l'Oural. Les archives brûlent dans les cours des ministères. Des trains partent surchargés. Beaucoup d'artistes quittent la ville. Rouslanova, elle, va vers l'ouest, vers Volokolamsk, où la division Panfilov tient la route de Moscou. Et ici, une parenthèse qui a tout à voir avec notre sujet. C'est sur cet axe qu'est née la plus célèbre histoire héroïque de la guerre soviétique, les 28 hommes de Panfilov qui auraient arrêté 50 chars au prix de leur vie. L'histoire a été écrite par un journaliste. En 1948, l'année même de l'arrestation de Rouslanova, le parquet militaire soviétique enquête et conclut que le récit a été inventé. Les noms, le nombre, les circonstances. Le rapport est classé secret. L'histoire, elle, continue d'être enseignée pendant des décennies. Retenez ce mécanisme. Ce pays sait fabriquer des légendes de très bonne qualité. Et il sait aussi enterrer les enquêtes qui les dérangent. C'est exactement ce qui arrivera à la biographie de la femme dont nous parlons. Ce qui est certain, en revanche, elle chante sur cet axe en décembre 1941, pendant la contre-offensive qui repousse la Wehrmacht loin de Moscou. Par -20, -30. Sa voix fume dans l'air. Les soldats sont assis dans la neige, fusils entre les genoux. Ce sont les images qui circuleront le plus après la guerre. Et pour une fois, ce sont des photographies, pas des récits. L'été 42, Stalingrad. Elle y arrive alors que la ville brûle déjà. Le bombardement du 23 août a transformé un centre-ville de bois et de pierre en un four de plusieurs jours. Les concerts se donnent dans les sous-sols, dans les usines, à quelques centaines de mètres des positions allemandes. On l'écoute dans les caves de l'usine de tracteurs, chez des hommes qui ne dormiront pas cette nuit-là. Et puisque nous sommes à Stalingrad, réglons une question qui revient dans tous les récits. On lui fait souvent chanter « Le petit foulard bleu ». Ce n'est pas sa chanson, c'est celle de Klavdia Shuljenko. On lui fait chanter « Le jour de la victoire ». Impossible, cette chanson est écrite en 1975, 2 ans après sa mort. On lui fait chanter « Les soirées près de Moscou ». Elle est écrite au milieu des années 50. 3 chansons qu'on lui attribue et qui ne sont pas d'elle. Ce qu'elle chante réellement dans les caves de Stalingrad, c'est son propre répertoire. Valenki, Steppe, rien que la steppe. La lune s'est teinte de pourpre, Katyusha, et la guerre sacrée, quand il faut remettre des hommes debout. Valenki, justement, une chanson de bottes de feutre, presque gaie, où une fille court dans la neige chez son fiancé. Rien d'héroïque, rien de martial. Elle entre à son répertoire au début de la guerre et devient, en 4 ans, sa signature absolue. C'est un des paradoxes les plus parlants de cette histoire. La chanson préférée d'une armée en train de mourir n'était pas une marche, c'était une bêtise tendre sur des chaussures de paysans. Les hommes ne voulaient pas qu'on leur parle de la victoire, ils voulaient qu'on leur parle de chez eux. Le 2 février 1943, Stalingrad capitule côté allemand. Plus de 90 000 prisonniers, dont le maréchal Paulus et une vingtaine de généraux. Rouslanova chante dans la ville morte, sur une place couverte de gravats. Juillet 1943, Koursk. La plus grande bataille de blindés de la guerre. L'affrontement de Prokhorovka a lieu le 12 juillet. Elle chante après, quand les moteurs se sont tus, souvent debout sur un char, parce que c'est la seule estrade disponible dans un champ. On lui prête des dialogues avec les généraux. « Vous n'avez pas peur ? » ?»« Si, mais quand je chante, j'oublie la peur. » Ces répliques circulent. Personne ne peut les authentifier. Et honnêtement, elle ressemble moins à une femme réelle qu'à ce qu'un pays voulait entendre d'elle. Ce que l'on peut vérifier est plus impressionnant que ces dialogues. Sur toute la guerre, plus de 1120 concerts au front. Faites le calcul. Cela fait, en moyenne, presque un concert par jour pendant 4 ans, déplacements compris, hiver compris. Et sur ces cachets, elle achète 2 batteries de lance-roquettes Katyusha qui sont envoyées au premier front biélorusse.
Une chanteuse qui paie de sa poche de l'artillerie. On peut en sourire. C'est pourtant un fait documenté. Et c'est ce fait précis qu'un enquêteur du ministère de la Sécurité d'État lui jettera un jour au visage en lui demandant d'où venait tout cet argent. Le 28 juin 1942, elle est faite artiste méritée de la République de Russie. Un mois plus tard, elle épouse Vladimir Krioukov, dont le corps de cavalerie combattra jusqu'en Allemagne. Il sera fait héros de l'Union soviétique le 6 avril 1945. Le couple traverse la fin de la guerre au sommet. Lui décoré, elle adorée, les deux dans l'entourage direct de Joukov. 1944. L'offensive d'été libère la Biélorussie et détruit tout un groupe d'armées allemands. À l'automne, l'armée rouge est sur la Vistule, et de l'autre côté du fleuve, Varsovie insurgée brûle sans que les soviétiques bougent. Un des épisodes les plus lourds de cette fin de guerre. Elle chante sur la rive, tenue par l'armée rouge. En face, la ville se consume. On ne sait pas ce qu'elle en a pensé. On sait seulement qu'elle était là. Hiver 44-45, la Prusse orientale. Insterbourg, aujourd'hui Tcherniakovsk, première grande ville allemande prise. Elle chante devant une gare détruite, du haut d'un camion, pour des soldats qui, pour la première fois, sont sur le sol de l'ennemi. Les récits de vétérans rapportent une phrase, toujours la même, sous 20 formes différentes. Et à Berlin, Lydia Andreevna, vous nous les chanterez, les Valenki ? Peu importe qui l'a dit exactement, toute une armée l'a pensé. Avril-mai 45, Berlin. Les premiers artistes soviétiques arrivent dans une capitale qui brûle encore. Le 2 mai, la garnison capitule. Le même jour, Rouslanova chante devant le Reichstag. Nous avons commencé ce film par cette scène, et vous savez maintenant tout ce qu'il y a derrière. 4 ans de camions, de caves, de gares bombardées, de neige, et une voix qui a fini par appartenir à un pays entier. Le 24 août 1945, par ordre de Joukov, elle reçoit l'ordre de la guerre patriotique de première classe. Une décoration militaire pour une civile. C'est extraordinairement rare, c'est un geste de reconnaissance, et c'est aussi un geste de patron. Joukov décore les siens. Elle en est fière. Elle ne sait pas qu'elle vient de recevoir la première pièce du dossier qui la détruira. Car voici le mécanisme, et il est simple. Tout ce qui fait sa grandeur en 1945 deviendra 3 ans plus tard un chef d'accusation. Les 1120 concerts deviendront des cachets suspects. Les objets rapportés d'Allemagne deviendront du pillage. La proximité avec Joukov deviendra une appartenance à un clan. Et la décoration deviendra la preuve que le maréchal distribuait des récompenses comme un souverain distribue des faveurs. En juin 1947, sans bruit, le bureau politique annule la décoration. Irrégulière. Un mot administratif sur une feuille. Personne n'est prévenu, personne ne commente. 1 an et 3 mois plus tard, on viendra la chercher. La prochaine partie raconte ces mois-là. La disgrâce de Joukov, la machine qui se met en route dans les couloirs du ministère de la Sécurité d'État, l'affaire dite des trophées, les perquisitions, l'inventaire, et la façon très particulière dont l'Union soviétique a condamné à 10 ans une femme qu'aucun juge n'a jamais vue. Moscou, printemps 1946. La guerre est finie depuis 1 an. Les drapeaux sont rangés, les théâtres rejouent le répertoire d'avant. Rouslanova remonte sur les scènes des grandes salles. Sa voix a changé. 4 ans de plein air, de froid, de fumée et de wagons non chauffés ont laissé des traces qu'aucune technique ne rattrape. Elle apprend à placer ses notes plus bas, à économiser son souffle. C'est une autre femme sur scène. Le pays, lui, ne s'en aperçoit même pas. Il l'aime autant qu'avant. Et pendant ce temps, dans les couloirs, une autre partie commence. Au printemps 1946, le ministère de la Sécurité d'État arrête le commandant en chef de l'aviation soviétique, Alexandre Novikov, et plusieurs responsables de l'industrie aéronautique. Officiellement, il s'agit d'avions défectueux livrés au front. En réalité,
Les interrogatoires servent à obtenir autre chose, des déclarations contre le maréchal Joukov. Novikov signe. En juin 1946, Joukov est démis de son poste de commandant en chef des forces terrestres et envoyé commander le district militaire d'Odessa. On l'accuse, dans les termes du temps, de bonapartisme, c'est-à-dire d'avoir pris trop de place, d'avoir attiré trop de gloire, d'avoir laissé croire que la victoire portait un autre nom que celui de Staline. Comprenez bien la logique. On ne frappe pas le maréchal directement, il est trop populaire. On démonte son entourage pièce par pièce. Les officiers qui lui doivent leur carrière, les généraux de son cercle, leur famille, et parmi eux, un général de cavalerie devenu, depuis mai 1946, directeur de l'école supérieure d'officiers de cavalerie. Vladimir Krioukov, le mari de la chanteuse la plus célèbre du pays. Le premier coup tombe en juin 1947. Le bureau politique annule la décoration remise 2 ans plus tôt par Joukov à Lydia Rouslanova. Motif : irrégulière. Aucune publicité, aucun commentaire. Vu de l'extérieur, c'est une correction administrative. Vu de l'intérieur, c'est un message adressé à tout l'entourage du maréchal. Ce qu'il vous a donné n'a aucune valeur, et nous savons exactement qui vous êtes. L'hiver 47-48, l'affaire prend son nom. L'affaire des trophées. Elle vise ce que les officiers supérieurs ont rapporté d'Allemagne. Meubles, tableaux, tapis, voitures, montres, tissus, wagons entiers dans certains cas. Le sujet est réel. Le pillage a existé, massivement, du simple soldat au maréchal, et il a été toléré, encouragé, organisé. Mais le moment choisi pour s'en indigner, lui, n'a rien d'un hasard. On sort le dossier 3 ans après les faits, et uniquement contre un cercle précis. En janvier 1948, on perquisitionne chez le général Constantin Téléguine, un autre proche de Joukov. On perquisitionne la datcha de Joukov lui-même. Les inventaires sont impressionnants. Ils sont aussi, il faut le dire, exacts. Le ministre de la Sécurité d'État, Viktor Abakoumov, mène l'opération. Il a besoin de figures visibles. Un général décoré et une vedette nationale, mariés l'un à l'autre, riches, exposés. Sur le papier, c'est un dossier idéal. Cela dit tout ce qu'il faut sur ce que ce système appelait la justice. On choisit d'abord les coupables, on constitue les preuves ensuite. Le 18 septembre 1948, Vladimir Krioukov est arrêté. Lydia Rouslanova, elle, est en tournée sur la Volga. On l'arrête une dizaine de jours plus tard, à Kazan, entre 2 concerts. Pas de porte enfoncée à 3 heures du matin, pas de scène de cinéma. Une chanteuse qu'on cueille en province, dans une ville où elle est venue chanter et qu'on met dans un train pour Moscou. C'est plus banal et c'est plus glaçant. Elle a 47 ans. Destination, la Loubianka. Les perquisitions ont lieu en parallèle, à Moscou et à la datcha. L'inventaire, lui, existe encore, et il vaut mieux que n'importe quel dialogue reconstitué. 132 tableaux de maîtres russes, 208 diamants, plus des émeraudes, des saphirs, des rubis, des perles, 35 tapis anciens, des tapisseries, des fourrures, des services de porcelaine, des bronzes, des marbres, une bibliothèque de vieux livres allemands, 700 000 roubles en liquide, 312 paires de chaussures, 87 costumes, des automobiles, dont une Porsche et 2 Mercedes. Une partie des pierres, cachée à l'extérieur chez une domestique, sera retrouvée plus tard, ce qui ajoutera au dossier le mot le plus utile de tous : dissimulation. Prenez le temps de regarder cette liste, parce que c'est le cœur moral du film. Une partie de tout cela vient de gains parfaitement légaux. 20 ans de concert au tarif le plus élevé du pays, des disques, des tournées. Une autre partie vient d'Allemagne. Et l'État qui dresse l'inventaire est exactement le même État qui, 3 ans plus tôt, faisait rouler les trains de trophées vers l'Est. Alors, une profiteuse ? Une femme de son époque ? Une victime d'un système qui payait ses vedettes comme des princes et qui les punissait ensuite de vivre comme telles ? La réponse ne sera pas donnée ici. Elle vous appartient.
Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que personne n'a été arrêté pour ces objets tant que le mari n'était pas dans le mauvais camp. Viennent les interrogatoires. Ils durent plus d'1 an. La méthode ne relève pas du cinéma. Privation de sommeil, interrogatoire de nuit, répétition indéfinie des mêmes questions, isolement complet, aucune nouvelle de l'extérieur. 3 axes reviennent sans cesse. D'où vient l'argent ? D'où viennent les objets ? Et surtout, qu'avez-vous entendu chez Joukov ? C'est le seul qui intéresse vraiment le ministère. On lui reproche aussi son répertoire, d'avoir chanté des chansons du vieux monde, d'avoir vanté un passé révolu. C'est le chef d'accusation le plus révélateur du dossier. Propagande anti-soviétique. Comprenez ce que cela signifie. Une femme qui a donné plus de 1000 concerts sous les bombes est accusée d'avoir nui à l'État par des chansons de village. On ne lui reproche pas d'avoir dit quelque chose. On lui reproche d'avoir chanté ce que les gens aimaient. Krioukov, dans le même bâtiment, subit le même traitement. Ce que l'on sait des dossiers de cette période est constant. Sous ce régime d'interrogatoire, presque tout le monde finit par signer quelque chose. Lui reconnaîtra une partie des faits. Elle reconnaîtra ce qui touche au bien et refusera le reste, en particulier de charger Joukov. Sur ce point, tous les récits concordent, et c'est une des rares choses dont on puisse la créditer sans risque. Elle n'a pas donné le maréchal. Puis arrive la fin, et c'est ici que la légende s'écroule devant le document. Dans presque tous les récits populaires, on raconte un procès, un tribunal militaire, un président en uniforme, une accusée qui répond, une salle. Rien de tout cela n'a existé. Le 28 octobre 1949, la décision est prise par l'OSO, la conférence spéciale du ministère de la Sécurité d'État, un organe administratif. Quelques hommes autour d'une table qui statuent sur pièce. Pas d'audience, pas d'avocat, pas d'accusé dans la pièce. 10 ans de camp de travail correctif et confiscation totale des biens. Elle n'a jamais vu ses juges. Ses juges ne l'ont jamais vue. Et il faut insister, parce que c'est le point que la légende n'arrive pas à digérer et qu'elle remplace par de belles scènes de prétoire, ce n'était pas une exception, ni un excès de zèle, ni une bavure. C'était la procédure ordinaire. Pendant plus de 20 ans, des centaines de milliers de personnes ont été envoyées en camp de cette façon, par une décision administrative, dans un pays doté d'une constitution, de tribunaux et d'un code pénal. Ce n'est pas une histoire de méchants, c'est une histoire de bureau. Krioukov, lui, attendra 2 ans de plus. Le 2 novembre 1951, le collège militaire de la Cour suprême le condamne à 25 ans, avec dégradation et retrait de toutes ses décorations, y compris son étoile de héros de l'Union soviétique, obtenue 7 mois avant la fin de la guerre. Il reste une question, et elle est la plus délicate de ce film. Quelle est la part de Staline là-dedans ? Le récit populaire tranche. Un ordre personnel, signé de sa main, par jalousie ou par caprice. C'est commode et c'est invérifiable. Ce que les documents établissent, c'est autre chose. Une opération conduite par le ministère de la Sécurité d'État contre l'entourage d'un maréchal devenu trop grand, dans un système où rien de cette ampleur ne se faisait sans l'accord du sommet. La différence entre les deux versions n'est pas en détail. Dans la première, une femme est brisée par la volonté d'un homme. Dans la seconde, elle est brisée par une machine. Et une machine, ça continue de tourner après la mort de celui qui l'a lancée. La partie suivante entre dans les 5 années qui suivent. L'Ozerlag, dans la région de Taïchet, en Sibérie. Puis la prison centrale de Vladimir, ses murs d'1,80 m et ses fenêtres sous le plafond. 3 ans sans chanter. Et au bout, un matin de mars 1953, une nouvelle qui va tout rouvrir. Décembre 1949. Taïchet, Sibérie orientale. Le convoi s'arrête dans un silence blanc. -30, peut-être -40 la nuit. Autour, la taïga et une voie ferrée en construction.
Le camp s'appelle l'Ozerlag, un nom administratif, comme tous les autres, qui recouvre des barbelés, des miradors, des chiens et des baraques. Elle est envoyée au village d'Izikan. Lydia Rouslanova a 49 ans. Elle arrive là après 14 mois de Loubianka, c'est-à-dire après 14 mois sans marcher plus de 10 pas d'affilée. Sur ce qu'elle a vécu exactement dans ce camp, soyons prudents. Les récits abondent, les documents sont rares. Ce qui est établi, c'est la durée, quelques mois, de décembre 49 à mars 50, et le cadre, qui n'a rien d'exceptionnel. Des femmes condamnées par la même conférence spéciale qu'elle, pour les mêmes articles, la même absence de procès. Des épouses de généraux, des paysannes, des enseignantes, des femmes arrêtées parce qu'elles étaient restées en territoire occupé. Un échantillon complet du pays, derrière la même clôture. Puis, à l'été 1950, on la transfère. Direction Vladimir, à 200 km à l'est de Moscou. La prison centrale, bâtie sous Catherine II pour les criminels d'État, est devenue au XXe siècle l'adresse réservée à ceux dont on ne veut plus entendre parler, diplomates étrangers, prisonniers de guerre de haut rang, condamnés politiques particuliers. Murs épais, fenêtres sous le plafond, humidité permanente. Elle y restera 3 ans. Et là, il faut s'arrêter sur ce que ces 3 années signifient pour elle précisément. Pas la faim, pas le froid, pas le travail. D'autres ont eu bien pire, et elle-même le disait. Le silence. Une femme dont la voix était l'identité entière, la carrière, l'argent, la place dans le monde, passe 3 ans dans un endroit où chanter est interdit. Le pays continue de faire tourner ses disques. Elle se tait. On raconte des concerts clandestins murmurés après l'extinction des feux, des surveillants qui venaient l'écouter, un cachot pour avoir chanté. Ces récits sont invérifiables un par un, mais ils disent tous la même chose, et ils sont probablement vrais dans l'ensemble. Dans ces endroits, la voix était la dernière monnaie d'échange, et tout le monde en voulait, les détenus comme les gardiens. 5 mars 1953. Staline meurt. La nouvelle traverse les prisons et les camps en quelques heures, par les canaux habituels, c'est-à-dire par tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ce jour-là ne sait ce que cela veut dire. Les uns attendent une amnistie, les autres une nouvelle vague. L'amnistie arrive fin mars, et elle ne concerne pas les condamnés politiques. Pour elle, rien ne change. Il faudra encore 4 mois. En juin, Beria est arrêté par ses propres pairs. Il sera jugé et fusillé en décembre. La machine commence à se dévorer elle-même, et c'est cela, plus que le deuil national, qui rouvre les dossiers. Abakoumov, le ministre qui avait monté l'affaire des trophées, avait lui-même été arrêté 2 ans plus tôt par ses collègues. Il sera fusillé en 1954. Regardez la scène de haut, une seconde. Tous les hommes qui ont fabriqué son dossier finiront devant le même mur qu'elle a failli connaître. Le 31 juillet 1953, la conférence spéciale, le même organe, le même type de réunion, la même absence d'audience, annule sa condamnation et la réhabilite. Elle avait été condamnée sans être vue. Elle est libérée sans être vue. 10 lignes sur une feuille, dans les 2 sens. Elle sort au début du mois d'août. Le 5 août 1953, elle arrive à Moscou. Elle a 52 ans, elle a passé presque 5 ans en détention, elle n'a plus d'appartement, plus de collection, plus de contrat, plus de salle. Vladimir Krioukov est libéré à la fin du même mois, réhabilité, rétabli dans son grade et dans ses décorations. Il se retrouve. C'est, dans toute cette histoire, à peu près le seul moment où quelque chose se répare. Une partie des biens saisis lui sera restituée, une partie seulement, et après des démarches longues. Le reste s'est dispersé dans les circuits habituels des confiscations. Dépôts, musées, ventes internes. On ne saura jamais le compte exact.
Reste la question qui décide de tout, la voix. 6 septembre 1953, un mois après sa sortie. Salle Tchaïkovski à Moscou. Son premier concert. La salle ne suffit pas. Les gens se pressent dehors. La radio décide de retransmettre le concert dans tout le pays. Comprenez ce que cela veut dire. 5 ans plus tôt, elle disparaissait sans un mot dans les journaux. Son nom retiré des affiches, ses disques retirés de la circulation. 5 ans plus tard, le même pays diffuse sa voix d'un bout à l'autre du territoire, un mois après l'ouverture de la grille. Personne n'explique rien. Personne ne s'excuse. Il n'y aura jamais un article expliquant aux soviétiques où Lydia Rouslanova était passée entre 48 et 53. C'est ainsi que naissent les légendes. Exactement ainsi. Par un trou. Quand un État refuse de raconter 5 ans de la vie d'une femme que tout le monde connaît, ce sont les gens qui remplissent le vide. Et ils le remplissent avec ce qui leur paraît juste. Un ordre signé de Staline, un tribunal, un juge, une confrontation dramatique, un mari mort en cellule. La légende n'est pas un mensonge gratuit. C'est une réparation bricolée par ceux à qui on n'a rien dit. Elle chantera encore 20 ans. Sa voix a baissé. Elle a perdu en éclat. Elle a gagné autre chose que les enregistrements tardifs laissent entendre, quelque chose de plus sombre et de plus lent. Elle tourne énormément, dans les villes de province, dans les maisons de la culture, puis, à la fin de sa vie, dans les stades. Le public des dernières années n'est plus seulement composé de vétérans. Ce sont des gens nés après la guerre, qui viennent voir une femme qui est déjà de l'histoire. Vladimir Krioukov meurt le 16 août 1959, après 2 infarctus. Libre, réhabilité, avec ses décorations rendues. Retenez cette date, parce qu'elle contredit frontalement le récit qui circule encore aujourd'hui, celui d'un général mort en cellule en 51, pendant que sa femme purgeait sa peine. Ils ont vécu 6 ans ensemble après le camp. 6 années dont la légende, curieusement, ne veut pas. Parce qu'elles ne servent pas le tragique. Elle ne recevra jamais le titre d'artiste du peuple, ni après la réhabilitation, ni pour ses 60 ans, ni pour ses 70. Une femme qui a donné plus de 1000 concerts au front, qui a payé de sa poche 2 batteries d'artillerie, qui a chanté devant le Reichstag, est restée jusqu'à sa mort artiste méritée d'une république. Le pays a réparé le camp. Il n'a jamais réparé cela. Août 1973. Une tournée dans le sud. Le dernier concert a lieu à Rostov-sur-le-Don, la ville où elle avait débuté comme chanteuse professionnelle exactement 50 ans plus tôt, en 1923. Elle a 72 ans. La salle est comble. Personne ce soir-là ne sait que c'est la dernière fois. Le 21 septembre 1973, Lydia Rouslanova meurt à Moscou. Elle est enterrée au cimetière de Novodievitchi. Et c'est là que commence la deuxième vie de cette histoire, celle qui nous a valu le récit dont ce film est parti. Dans les décennies qui suivent, la biographie s'écrit et se réécrit. Les mémoires paraissent, les articles se recopient les uns les autres, chaque version ajoute une scène. Le dossier d'instruction, lui, reste fermé jusqu'aux années 90. Pendant tout ce temps, le champ est libre. Faisons le compte de ce qui a été ajouté. Le gouverneur Stolypine découvrant une orpheline dans une église, alors qu'il avait quitté Saratov des années plus tôt. Un premier mari, officier de la garde, tué en 1914, qui n'a jamais existé. Une année de naissance fausse, 4 ans trop tôt. Un procès en avril 49, avec un tribunal militaire et un juge, alors qu'il n'y a eu ni tribunal, ni juge, ni audience. Un ordre d'arrestation signé personnellement par Staline, que personne n'a jamais produit. Une arrestation à Moscou en pleine nuit, alors qu'elle a été cueillie à Kazan en tournée. La mort de son mari en cellule en 51, alors qu'il est mort libre 8 ans plus tard. Le titre d'artiste du peuple qu'elle n'a jamais eu. Et une dizaine de chansons qu'on lui attribue et qui appartiennent à d'autres,
quand elles ne sont pas écrites après sa mort. Chacune de ces inventions a une fonction. Le grand homme qui découvre le talent parce qu'on n'accepte pas qu'une orpheline soit douée toute seule. L'ordre signé de Staline parce qu'un tyran est plus supportable qu'une bureaucratie. Le procès parce qu'un procès, même injuste, ressemble encore à de la justice, et que l'idée de 3 fonctionnaires expédiant 10 ans de vie sur un dossier est proprement insoutenable. Le mari mort en cellule parce que le malheur complet fait un meilleur récit qu'un malheur partiellement réparé. Autrement dit, la légende ne l'a pas grandi, elle l'a rendue plus facile à raconter. Or, la vérité documentée est plus dure et plus intéressante. Une enfant sans nom, entrée dans la vie sur des papiers falsifiés. Une femme qui a choisi la chanson de village contre l'opéra et qui en a fait la voix d'un pays. Une vedette immensément riche dans un pays pauvre, qui n'a rien volé que ce que tout le monde autour d'elle prenait. Une civile, décorée par un maréchal et brisée pour cette décoration. Une accusée qui n'a jamais vu de juge. Une détenue à qui l'on a pris pendant 5 ans la seule chose qu'elle possédait vraiment. Et une femme qui, 1 mois après la grille, est remontée sur scène et a rempli la plus grande salle de Moscou. Alors la question, pour finir, n'est pas de savoir qui a menti, elle est de savoir pourquoi il a fallu mentir. Pourquoi un pays qui avait brisé cette femme a préféré ensuite lui inventer une vie plus grande plutôt que de raconter la sienne. Et ce que cela dit de tous les récits héroïques que nous continuons de nous transmettre, sans jamais aller voir le document qui se trouve dessous. Sa voix, elle, est toujours là, sur les enregistrements, sur les disques, dans Valenki, que tout le monde connaît encore. C'est la seule chose que ni le ministère, ni la conférence spéciale, ni les biographes trop généreux ne lui ont prise.